Жана Поля Бесса, Католический институт Святого Пия X, Париж, который называется «Некоторые политические и религиозные аспекты французско-русских отношений в эпоху Алексея Михайловича и Петра I». Nous avons le plaisir d'inviter notre collègue M. Jean-Paul Besse avec le rapport à quelques aspects politiques et religieux des relations entre la Russie et la France sous les règnes d'Alexis et de Pierre Ier. Господин директор, господин министр, monsieur le recteur, уважаемые дамы и коллеги, дорогие студенты и музыканты, братья и сестры, я особенно рад видеть и встретить вас сегодня. Это для меня великая честь. И воспитание ваше замечательное. Теперь продолжаю по-французски, к сожалению. Je vais vous parler de quelques aspects politiques, économiques et religieux des relations entre la France et la Russie, du tsar Michel, le premier Romanov, à Pierre Ier et Anna Ivanovna, parce que je suis obligé de déborder un peu après Pierre Ier. Les relations entre la France et la Russie sont quasiment aussi anciennes que la Russie elle-même, baptisée à Kiev en 988. On en a pour preuve l'arrivée en France au milieu du XIe siècle de la princesse Anna Yaroslavna, qui épousa à Reims en mai 1051 le roi de France Henri Ier. Fille du grand prince de Kiev, Saint Yaroslav Moudry, qui régna de 1019 à 1054, elle monta, comme ses sœurs, sur l'un des trônes de l'Europe d'alors. Petite fille de Saint Vladimir le Grand, élevée dans un milieu très instruit et avancé socialement, plus instruit que celui d'Henri Ier, Anna Yaroslavna, devenue Anne de France, enrichit sa nouvelle patrie de nombreuses initiatives et fondations, à la fois religieuses et sociales, comme le montre la vieille ville de Senlis, au nord-est de Paris. Enfin, nous commémorons en 2014 le centenaire de notre fraternité d'armes, qui pour vous fut vraiment sacrificielle, puisque vous avez sauvé la France de 1914 de l'invasion allemande, grâce aux terribles pertes que vous a infligées l'ennemi. À cette occasion-là, comme pour le XIe siècle d'Anna Yaroslavna, on peut répéter à bon droit la remarque de l'historienne française actuelle de la Russie, Madame Hélène Carrère-Dancos, qui rappelle, je cite, que c'est à la Russie chrétienne que l'Europe doit être un véritable continent et de rayonner vers l'Orient. Cet Orient, redoutable et destructeur, la Russie en subit le joug durant plusieurs siècles, avant de s'en libérer héroïquement et d'atteindre finalement les rives du Pacifique. La renaissance de l'État russe, avec la prise de Kazan, la conquête progressive de la Sibérie, renforcèrent ce qui n'était plus que la Moscovie et lui donnèrent un intérêt commercial et civilisationnel que l'Europe occidentale découvrit peu à peu avec surprise. On pourrait donc dire qu'il y eut à l'époque une seconde Russie, après celle de Kiev, une seconde Russie, moscovite puis pétersbourgeoise, qui voulut ainsi nouer des relations et peut-être des alliances de revers avec l'Occident européen, français notamment, qui pouvait l'aider dans sa lutte gigantesque contre la Polono-Lituanie et la Suède. En outre, la nouvelle Russie ne voulait pas s'enfermer dans les seuls échanges commerciaux anglo-hollandais déjà présents à Arkhangelsk sous Jean IV, Ivan Grozny. Enfin, la France, pour échapper à l'emprise, à l'étau des Habsbourg, à la fois de Madrid en Espagne et de Vienne dans le Saint-Empire germanique,
mais aussi pour s'affranchir de l'intermédiaire commercial anglo-hollandais, désira également nouer des relations suivies avec la Nouvelle-Russie. Donc, tout en abrégeant quelque peu mon long propos, nous verrons successivement d'abord l'aube de nouvelles relations franco-russes sous les tsars Michel et Alexis Tichy, puis l'entrée de la Russie dans le concert européen sous la régente Sophie, et enfin, dans une troisième partie, les ouvertures, les propositions et le voyage en France de Pierre Ier, malgré l'incompréhension, hélas, de Louis XIV, et donc les décevantes conséquences de cette politique. Disons quelques mots de l'aube de nouvelles relations sous les tsars Michel et Alexis. Déjà, le tsar Boris Godunov, avant les Romanov, semble avoir voulu nouer des relations commerciales avec le royaume de France, mais il ne put aller très loin. Ce projet fut repris sous Louis XIII par un groupe, roi de France, par un groupe entreprenant de négociants français qui s'adressèrent au principal ministre de France, le cardinal de Richelieu, que vous connaissez tous. Richelieu multipliait les entreprises commerciales françaises vers le Levant, en Méditerranée. Il a pensé que la Russie était également intéressante. Et à l'automne 1629, le premier ambassadeur de France envoyé en Russie, Désay Courmenin, arriva de Dorpat. Malheureusement, c'était un personnage d'esprit pointilleux, difficile, créateur de toutes sortes de complications pour des raisons de protocole. Il provoqua sottement, dès son arrivée, un incident diplomatique grave à son arrivée à Novgorod. Il fallut l'intervention de l'archevêque de Pskov pour le calmer et pour régler le différend. Arrivé à Moscou, le même ambassadeur multiplia ses exigences, toutes plus grandes et déplacées les unes que les autres, que le tsar Michel refusa complètement d'écouter. Enfin, devenu un peu plus intelligent et ouvert, Désay Courmenin tenta de séduire le tsar Michel en rappelant à juste titre que la Pologne, ennemie de la Russie, était soutenue contre celle-ci par les deux branches d'Habsbourg, celle de Vienne et celle de Madrid. Or, celle de Madrid était l'ennemi de la France. Toutefois, ces arguments commerciaux, notamment contre les Bruxellois, sujets du roi d'Espagne, dans la Belgique actuelle, n'aboutirent pas. Je cite quelques lignes de l'époque. Que Sa Majesté tsarienne permette aux Français de traverser son empire pour se rendre en Perse. Le tsar et ses sujets en retireraient grand profit, car les Anglais, les Hollandais, les Brabançons ce sont les gens de Bruxelles, achètent en France des marchandises qu'ils revendent à très haut prix dans l'empire de Moscou. De plus, il n'y importe que des marchandises communes, tandis que les Français y importeraient ce qu'ils ont de mieux. Bien, cette initiative fut amplifiée l'année suivante, en 1630-31, par le capitaine Bonnefoy. Le capitaine Bonnefoy partit à Moscou pour transmettre au tsar Mikhaïl une lettre du roi Louis XIII du 6 décembre 1630. En raison de la guerre qui sévissait en Europe occidentale et des menaces turques sur l'Italie du Sud, la France n'avait plus de blé. Il s'agissait donc d'importer de Russie, je cite, 5 ou 6 000 lastes de seigle. Donc il y a toute une lettre que l'on a, que je ne vais pas vous lire parce qu'elle est trop longue pour notre propos, mais on y dit en toutes lettres ce que je viens de vous raconter. Votre magnificence, il s'adresse au tsar, nous donne occasion d'envoyer le capitaine Bonnefoy en pays de votre obéissance pour en tirer une bonne quantité de seigle, et même jusqu'à 5 ou 6 000 lastes. Il peut les apporter en notre royaume pour servir à nos nourritures, tant de nos sujets qui ont disettes de grains en quelques-unes de nos provinces, que des grandes et puissantes armées que nous avons sur pied pour la défense et le soutien de la liberté publique. Fait à Saint-Germain-en-Laye, le 6e jour de décembre 1630. Louis. Toutefois,
Toutefois, ces premières relations entre le palais du Louvre, ou le palais de Saint-Germain-en-Laye, près de Paris, et le Kremlin de Moscou, ne se bornaient pas au seul domaine économique. En 1616, le tsar Michel avait envoyé un ambassadeur, Ivan Kandirev, pour annoncer à Paris son avènement qui avait eu lieu 3 ans auparavant, et pour annoncer aussi la fin du temps des troubles. Alors, le fils du tsar Michel, Alexis Tichaïchi, a envoyé en Europe occidentale, en Espagne et en France, une importante ambassade en 1667-1668. Elle était dirigée par le stolnik Piotr Ivanovitch Potiomkin, l'ancêtre du célèbre ministre de la Grande Catherine. Elle avait pour but de sonder les intentions politiques du jeune Louis XIV et d'établir avec son royaume des relations commerciales suivies. Nous avons gardé la relation exacte, précise, de cette expédition qui a été éditée, publiée par le prince Emmanuel Galitzine. Après être allé en Espagne voir Philippe IV, Potiomkin, Rumiantsov, Sidorov et quelques autres, car c'était une expédition d'une 50aine de personnes qui venaient de Moscou, avaient soumis des projets identiques et voulaient arriver à voir le roi de France. Mais ils vont avoir les plus grandes difficultés à non pas traverser les Pyrénées, qui étaient espagnoles, mais à déboucher du côté français, à Bayonne, car la guerre avait fait à nouveau rage entre la France et l'Espagne à propos du Brabant, et par conséquent, les militaires français de Bayonne ne voulaient pas laisser passer cette ambassade. Alors ce fut très compliqué et très long, je vous passe les détails. Finalement, le stolnik Potiomkin a pu arriver après plusieurs semaines de conversation et de contretemps à Bordeaux, et là, il a été très bien reçu, on lui a prêté des carrosses, et avec l'accord du roi qui était enfin arrivé de Paris, il a pu se rendre dans la capitale. 7 carrosses, nous dit la relation, attelées de 6 chevaux. Naturellement, cette ambassade arrivée au Palais du Louvre échangea avec le jeune Louis XIV de brillants cadeaux. Mais est-ce que ça allait déboucher sur une alliance? Grâce à la trêve d'Androusovo en 1667, il y avait eu un rapprochement polono-russe et l'annexion à la Russie de la rive orientale du Dniepr, avec Kiev, la mère des villes russes, enfin réunie à l'Empire. Le tsar Alexis avait donc noué des contacts avec l'empereur Habsbourg du Saint-Empire romain germanique. Il avait envoyé à Vienne une ambassade extraordinaire à l'empereur Léopold Ier. L'ambassade envoyée en Espagne et en France avait le même but, mais elle avait aussi des buts politiques plus précis. La Russie voulait sortir de son isolement, nouer des relations directes avec l'extrême occident de l'Europe et se passer des intermédiaires anglais et hollandais pour agir sur les Polonais et les contraindre à une sorte de recul. De ce point de vue, les résultats furent très décevants parce que malheureusement au XVIIe siècle et encore une partie du XVIIIe, la France ne voit d'alliés que dans la Pologne, qui commençait déjà à décliner. Nous entrons dans notre seconde partie, et là je serai très bref, c'est la période de la régente Sophie de 1682 à 89. On pourrait dire que c'est sous cette demi-sœur de Pierre le Grand qu'on voit la Russie entrer dans ce qu'on a appelé le concert européen. Sophie était extrêmement intelligente et elle était très bien conseillée par le prince Galitzine, son confident, qui désirait l'occidentalisation de la Russie et qui cherchait également à la fois à obtenir une paix stable avec le roi de Pologne Jean III Sobieski, ce qui fut le cas en 1686, et en même temps contraindre la Rzeczpospolita polonaise à confirmer à la Russie la rive gauche du Dniepr, Kiev, la Russie blanche autour de Minsk, ainsi que Smolensk sur la route de Moscou. Et contre cet accord arraché à Jean Sobieski, la Russie de Sophie acceptait d'entrer dans la Sainte Ligue
du pape Innocent XI, qui était fort mal vu de Louis XIV, puisqu'il s'était opposé au roi de France pour l'organisation interne de l'Église. Cette ligue était bien entendu dirigée contre les Turcs. Sophie voulut envoyer une ambassade au roi de France pour lui annoncer l'entrée de la Russie dans la Ligue. Mais vous savez qu'elle perd le pouvoir, et à ce moment-là, nous arrivons au règne de Pierre Ier. Et malheureusement, en face à l'incompréhension de Louis XIV, qui a été mal conseillé. Et pour une première raison où l'on retrouve encore la Pologne, le rêve polonais de la France. C'est l'aventure polonaise du prince de Conti, un parent du roi de France, en 1696. Louis XIV, qui était trop conservateur dans sa politique orientale, qui ne sut pas utiliser les propositions ou les occasions venues de Russie. Il resta malheureusement l'allié de la Suède et de la Pologne. Et en 96, il tenta de hisser sur le trône de Pologne son cousin François-Louis de Bourbon, prince de Conti. Grâce au cardinal de Polignac, qui était très habile et qui était ambassadeur de France en Pologne, Louis XIV fit élire roi son cousin et protégé. Mais l'affaire tourna mal. C'est l'électeur de Saxe, soutenu par les Habsbourg, qui prit le nom d'Auguste II et qui se fit couronner à Cracovie. Conti n'eut pas le temps de descendre de son bateau et dut revenir en France. Ce que l'on peut citer, puisque nous nous occupons aussi d'histoire littéraire, c'est le fait que l'agent polonais de Louis XIV était le célèbre poète Andrzej Morstin, je ne prononce pas bien le polonais, qui a finalement dû s'enfuir en France après l'échec de la tentative de Conti et qui mourut en 1793 sous le nom de comte de Châteauvillain dans le royaume de France. Mais voilà que Pierre Ier va faire une proposition malgré ce contretemps. Il proposa en 1707 à Louis XIV de mettre l'insurgé hongrois, le prince François II Rákóczi, soulevé contre le roi Habsbourg de Hongrie, l'empereur, et réfugié à Versailles, sur le trône de Pologne. C'était une idée fort intelligente, puisque la France soutenait Rákóczi et la Russie aussi. Malheureusement, ce projet échoua aussi, parce que le maréchal de Tessé et surtout le ministre de Louis XIV, le marquis de Torcy, ne s'y intéressèrent pas. Ils ne prirent aucune décision et ils ne conseillèrent pas le roi. Torcy était pourtant un grand diplomate, c'était le neveu du grand Colbert. Il avait fondé l'Académie de diplomatie, mais il n'intervint pas dans cette affaire et la France resta, hélas, l'allié de Charles XII de Suède. Ce qui fait que la France se retrouva, après la victoire russe de Poltava, dans le camp des perdants. Il est probable aussi que, si l'on regarde les dates, Poltava 1709, Louis XIV était beaucoup plus occupé à l'époque par la guerre de succession d'Espagne, puisqu'il s'agissait de mettre son petit-fils sur le trône d'Espagne, celui qui est devenu Philippe V. Et donc, l'Europe orientale, à ses yeux, n'était que sur un plan plus lointain. Mais voilà que Pierre décide de venir lui-même en France. 10 ans après exactement, Louis XIV est mort depuis 2 ans, lorsque, par la voie du Nord, Pierre Ier arrive sous le régent Philippe d'Orléans. Vous connaissez tous votre empereur Piotr Wielki mieux que moi, et donc vous savez qu'il était avide de tout voir, de tout savoir, et de s'inspirer de tout. Donc il voulait voir Versailles, il voulait voir le Louvre, et il voulait voir le petit roi Louis XV, qui était encore tout jeune. Louis XIV n'était plus là, mais il restait dans toute la mentalité de l'Europe, le plus grand roi du monde, comme écrivaient les Français orgueilleux de l'époque. Pierre, donc, voulait tout connaître, la capitale de ce roi, l'administration française, l'Église de France, et le régent secondairement, puisqu'il n'allait pas rester longtemps, et le petit Louis. Il voulait aussi rencontrer le principal ministre, le cardinal Dubois, mais c'était à un très mauvais moment. Dubois venait de conclure, 4 mois avant l'arrivée de Pierre à Paris, une alliance extraordinaire, un renversement d'alliance en janvier 17 contre l'Espagne de Philippe V, qui devenait
prétendant au trône de France, pensant que Louis ne vivrait pas, alliance française avec l'Angleterre et les Provinces-Unies, c'est là qu'on a appelé la Triple Alliance. Alors, Pierre Ier fit un très grand effet sur les Français par sa vivacité, par sa taille. Les Français étaient petits à l'époque, par sa simplicité et par sa majesté. Et le meilleur témoin, c'est le duc de Saint-Simon, qui a vu le tsar lui-même à plusieurs reprises, et qui, dans ses mémoires, dans ses 10 000 pages de mémoire, a consacré plusieurs d'entre elles au tsar. Je ne vous lis que 2 ou 3 lignes. Ce fameux tsar a tant fait de bruit dans le monde qu'il serait inutile de s'y étendre. On se bornera seulement à dire qu'il se fit admirer ici par sa curiosité extrême, qu'il atteignit à tout et ne dédaigna rien, dont les moindres traits avaient une utilité suivie et marquée, qui en tout fut savante, qui n'estima que ce qui méritait de l'être, et en qui brilla l'intelligence, la justesse et la vive appréhension de son esprit, sa vaste étendue, ses lumières, mais quelque chose de continuellement conséquent. Il écrit encore, le même duc de Saint-Simon, l'envie de voir à son aise, l'importunité d'être en spectacle, l'habitude d'une liberté au-dessus de tout, lui fit souvent préférer les carrosses de louage, c'est-à-dire les taxis de l'époque, les fiacres, le premier carrosse qu'il trouvait sous sa main, de gens qui étaient chez lui et qu'il ne connaissait pas, pour aller par la ville, et souvent dehors. Et encore, on ne put se défendre d'être frappé de toutes les grâces qu'il montra avec le petit roi, et dès le premier instant qu'il le vit, de l'air de tendresse qu'il prit pour lui, avec la politesse qui coulait de source, mais toutefois de mélanger la grandeur d'égalité qu'il fit sentir scrupuleusement, mais légèrement, en tout, et de supériorité d'âge, et par ses manières apprivoisa tout aussitôt le roi à lui, se mit à sa portée et persuada le monde qui s'était pris d'un véritable intérêt en sa personne. Je cesse mes citations car le temps passe. Pierre le Grand avait plusieurs buts en se rendant en France. Il aurait voulu fiancer sa fille Élisabeth, qui régnera brillamment plus tard, la future impératrice, avec le tout jeune Louis XV. Mais une fois de plus, les obstacles religieux et l'alliance polonaise firent triompher la candidature polonaise de Marie Lesinska, fille d'un roi détrôné et finalement sans intérêt pour la France. D'autre part, Pierre aurait voulu signer une alliance militaire avec Versailles. Mais, comme l'a écrit très bien le duc de Saint-Simon avec son esprit, je cite, « Ce fut l'Angleterre qui nous rendit sourds à ses invitations jusqu'à la méséance. » En effet, je vous l'ai dit, le cardinal Dubois venait de signer la Triple Alliance avec Georges Ier, qui était l'ennemi de la Russie. Toutefois, la France offrit ses bons offices pour un règlement pacifique entre la Suède et la Russie, et, après beaucoup d'attentes, ce fut la paix de Nystad. Enfin, et la nomination d'un remarquable diplomate français, Campredon, au poste d'ambassadeur du roi à Saint-Pétersbourg. Mais il y a 2 autres aspects, tous les 2 religieux, qui sont souvent oubliés dans la présence de Pierre en France. Je passe rapidement. Il y a d'abord son voyage à Reims. Il voulait voir la cathédrale où étaient sacrés les rois de France. Il voulait s'intéresser au cérémonial. Et il vint donc en Champagne, voir la cathédrale de Reims. Il visita tout avec la plus grande attention. Il se fit expliquer le rituel du sacre. Il voulut voir les objets du rituel. Le clergé lui montra l'évangéliaire Slavon, sur lequel prêtait serment chaque nouveau roi de France depuis François II au XVIe siècle. Nul dans le clergé, ni dans les gens cultivés, ne pouvait en déchiffrer le texte, et certains clercs prétendaient qu'il s'agissait de l'évangile venu de Kiev, apporté par Anne Yaroslavna en 1051. En fait, il s'agissait plus certainement de l'évangile slavon qu'avait acheté le cardinal archevêque de Reims, Charles de Lorraine, à l'époque de la Renaissance. On montra cet évangéliaire slavon au tsar Pierre, qui, devant les Français stupéfaits, se mit à le lire, avec la plus grande aisance, naturellement. Et désormais, grâce au tsar de Russie, on connut la langue liturgique des Russes, commune à tous les Slaves orthodoxes. Et il y avait un deuxième aspect dans la politique religieuse de Pierre en France. Dans son désir d'occidentaliser la Russie et de lui donner un répondant ecclésial en Occident, un correspondant,
religieux en Occident, Pierre profita de son séjour à Paris pour évoquer une future ou éventuelle union des églises. Il alla d'abord voir le nonce apostolique, Camille Cornelio Bentivoglio, mais cette rencontre du 13 juin 1717 ne donnait à rien. Le nonce apostolique fit part des obstacles dogmatiques, et donc l'affaire n'alla pas plus loin. Aussi, le tsar se tourna dès le lendemain vers les ennemis du nonce, c'est-à-dire les docteurs en théologie de la Sorbonne, qui à l'époque était la faculté de théologie de Paris. Là, Pierre, qui vint le 14 juin le lendemain, donc 1717, fut accueilli avec cérémonie et avec enthousiasme par le célèbre abbé et docteur en théologie, Laurent-François Boursier, qui est un brillant philosophe de plus, d'orientation janséniste et gallicane, très opposé à la récente bulle papale Une Genitus de 1713, qui condamnait le jansénisme de façon d'ailleurs extrêmement contestable, parce que le texte était mal écrit. Boursier appartenait au courant dominant de la Sorbonne. Il proposa aux souverains russes d'entrer un projet d'union des églises. Pierre fut intéressé, mais conformément à ce qu'aurait fait n'importe quel orthodoxe, il transmit la demande en l'absence d'un patriarche, puisqu'Adrien, le patriarche Adrien de Russie, était mort en 1700, et il était resté à cause de Pierre sans successeur. Il transmit le projet à ses deux prélats de confiance, le métropolite de Ryazan, Stefan Jaworski, gardien du siège locum tenens, miesto brusticil, du siège patriarcal, prétendument latinisant, mais en fait conservateur, et également à l'archimandrite Féophane Prokopovitch, d'orientation plutôt luthéranisante, bien qu'il eût fait des études à Rome. Pierre le fera sacré évêque l'année suivante, malgré les obstacles posés par Stefan Jaworski. Ces années 1717-24 marquèrent en France et aux Provinces-Unies le paroxysme de la querelle janséniste et gallicane contre la papauté romaine, dont la suprématie face à l'épiscopat et la tendance à l'infaillibilisme s'accroissaient à cause justement du succès des Lumières, et pour résister aux Lumières, beaucoup de prélats et de clercs en France ou en Occident pensaient qu'il fallait s'appuyer davantage sur la papauté. Je passe sur la querelle janséniste dans tous ses détails. Pierre le Grand, en tout cas, en était très averti par l'ambassadeur de Russie en France, et d'autre part, l'affaire alla plus loin, parce qu'en 1724, ce fut la rupture définitive entre l'archevêché catholique d'Utrecht, en Hollande, et Rome. On assista à la consécration d'un archevêque hollandais qui avait été refusé par le pape et qui fut consacré par un évêque français, Monseigneur Dominique Marie Varlet, évêque titulaire de Babylone. Ainsi, Utrecht devenait le siège d'une autre église catholique, celle des jansénistes, puisque déjà au XVIIe siècle s'y était réfugié le grand Arnaud, qui était la grande figure théologique de Port-Royal, du monastère de Port-Royal. Les jansénistes ont voulu utiliser Pierre Ier, et Pierre Ier a voulu utiliser les jansénistes. Mais, en toile de fond, il n'y avait aucun accord réel. Les deux politiques étaient ambiguës. Les jansénistes voulaient trouver une espèce de retentissement catholique de leur mouvement et de l'église d'Utrecht en Orient, en s'appuyant sur l'église orthodoxe russe, et Pierre, lui, voulait copier le système de la collégialité épiscopale des jansénistes, le fait que l'État russe en sortirait renforcé face à l'organisation classique de l'Église russe avec un patriarche à sa tête. Donc, si on regarde de près l'affaire, il n'y avait aucun point commun réel entre les deux positions. Mais ça ne fait rien. Chacun continua avec ses arrière-pensées. Et après l'abbé Boursier, qui remit à Pierre un texte proposant à l'épiscopat russe l'union des deux églises, en fait l'église janséniste et l'église orthodoxe russe, ce fut un autre abbé de Sorbonne, théologien lui aussi,
l'abbé Jubé de la Cour, qui fut chargé quelques années plus tard d'aller voir les évêques russes eux-mêmes pour discuter des deux réponses qu'ils avaient données, car ils donnèrent deux réponses. L'épiscopat russe fit une première réponse, en fait, plutôt sous la signature de Théophane Prokopovitch, qui ne tenait pas à ces liens-là, et qui fut d'ailleurs assez raide dans sa lettre, en disant qu'il aurait fallu l'avis des patriarches orthodoxes d'Orient, et que comme on ne l'avait pas, on ne pouvait pas trancher la question. Et puis Stéphane Jaworski, qui lui était plus aimable, dans une seconde lettre qu'il fut quelques semaines plus tard, qui finalement dit la même chose. Nous ne pouvons pas trancher, mais l'argument est un peu différent. Il dit « l'Église russe est veuve, puisqu'il n'y en a plus de patriarche. Donc, pendant l'absence de celui-ci, nous ne pouvons pas décider. » Donc c'était évidemment décevant pour les jansénistes, qui envoyèrent quelques années plus tard l'abbé Jubé de la Cour demander aux évêques russes de reconsidérer leur position. Tout cela ne doit pas vous étonner, car le monastère de Port-Royal, au sud de Paris, avait toujours été ouvert aux rites orientaux et avait accueilli plusieurs fois des offices de rites maronites, certes catholiques, mais connaissait aussi des prêtres grecs qui venaient célébrer par exemple à Saint-Germain-des-Prés, la célèbre abbaye des Mauristes, ou des prêtres arméniens venus d'Orient, et d'autres venus même du Sinaï pour quêter à travers la France. Alors c'est en 1728 que l'abbé Jubé de la Cour, qui était arrivé en Russie quelques mois avant, échoua complètement, bien qu'il eût pris des précautions assez habiles. Il avait, en tant que prêtre janséniste, accepté une princesse russe dans l'église catholique, la princesse Dolgorouki, Irina Dolgorukaya, née Galitsine, qui, je ne sais pas pourquoi, avait été séduite par ce courant-là, et il connaissait lui-même le russe. Donc c'est la raison pour laquelle la Sorbonne l'envoya ici. Il parla beaucoup d'éducation, il trouva même un prince pour subventionner 12 étudiants russes qui partiraient au collège ecclésiastique de Kiev, puis à la Sorbonne pour leur formation. Mais voilà, vous savez ce qui s'est passé après la mort de Pierre le Grand. Il y a eu une sorte de contre-révolution. Pierre II rendit une certaine importance à Moscou, et finalement monte sur le trône une princesse très marquée par l'influence allemande et luthérienne, Anna Ivanovna. Elle va faire échouer complètement l'entreprise de l'abbé Jubé. Au début de l'année 1732, l'abbé Jubé est indésirable en Russie. Il doit la quitter. Quant à ses amis russes, les Galitsines, les Apraxines, qui sont suspects de catholicisme, ou qui ont déjà été convertis à la foi romaine, ils sont durement châtiés. L'impératrice Anna Ivanovna, vous le savez, en fait ses bouffons. L'heure avait changé, l'époque était révolue, et désormais, l'heure était aux Allemands, Buren, Munich et d'autres, elle n'était plus aux Français. Je vais achever ce propos très abrégé en faisant une très brève conclusion. Ainsi s'achevait un siècle environ de relations franco-russes dans les domaines les plus divers et les plus inattendus, les plus imprévisibles. Après avoir cherché un allié occidental contre la Pologne, les premiers Romanov voulurent sans succès détacher la France de l'alliance suédoise. Louis le Grand, sans doute mal informé, n'en vit pas l'intérêt. En sens inverse, les premiers Bourbons avaient besoin de l'aide économique russe pour contrecarrer le monopole des marchands anglais et hollandais. La venue de Pierre Ier à Paris révéla subitement la puissance russe. Mais les alliances nouvelles de la régence de Dubois en limitèrent la portée. En revanche, la Sorbonne, jansénisante, envisagea une sorte de ligue anti-romaine qui, tout en inspirant Pierre Ier pour son règlement ecclésiastique, ne séduisit pas l'épiscopat russe resté traditionnel. Cet étonnement n'était au fond que les premiers jalons de la grande alliance politico-militaire franco-russe conclue en 1892 par le tsar Alexandre III, dont l'un des honorables membres de cette assemblée a parlé tout à l'heure, et encore aujourd'hui symbolisé par le pont parisien, le plus beau pont de Paris, qui porte son nom, et qui a été inauguré par son fils Nicolas II, et également, aujourd'hui,
par le début de la construction de la future cathédrale patriarcale parisienne du Pont de l'Alma. Je vous remercie de votre patience. Хотя бы прокомментировать по-русски, поскольку есть коллеги, которые, к сожалению, могли воспользоваться только таким визуальной интерпретацией текста. Будьте добры. Ну, это очень сложно, потому что как бы в двух словах резюмировать целый океан. Так что это просто про разные союзы. Это место России 17 века в разных союзах французского королевства. Но это все-таки показывает, как всегда ошибались в своих расчетах французские короли, потому что все-таки они были прежде всего привязаны к Швеции и к Польше. И в конце концов они всегда немножко игнорировали грядущее величие России. И для них Россия прежде всего это был даже проход на пути к Персии. И потом Россия им помогала в смысле в своем соперничестве с Англией. И в конце концов в религиозном плане были попытки сближения янсенистского движения с русским православием, но они тоже не были, они были все-таки обоснованы на каком-то незнании истинного положения религии в России. И поэтому, несмотря на глубокий интерес янсенизма к первому христианству, все-таки это тоже пока не дало никаких ощутимых результатов. Но, конечно, то, что очень интересно, это детали всех этих попыток, потому что они уже кое-что показывают. Но, к сожалению, в двух словах я не могу дать отчета во всем этом. Спасибо большое, вы сделали невозможное практически, мы вам очень-очень признательны. Я думаю, что с позволения господина Бесса мы опубликуем с переводом ваш доклад в материалах нашей конференции, сделаем это максимально быстро и деликатно.